L'idée originelle du kantisme, qui consistait à dissiper les fantasmagories de la métaphysique en fondant la connaissance sur les conditions d'une expérience possible, perdait dès lors son sens authentique. Le projet impliquait une description directe du monde, de la perception, en langage husserlien, du monde de la vie. La phénoménologie du monde de la vie prendra justement le nom d'esthétique transcendantale. Or, la critique de la raison pure substitue constamment l'analyse du jugement à celle de la perception pour étendre ensuite à celle-ci les résultats obtenus pour celui-là. La signification de l'ensemble du système en devenait immédiatement inintelligible, l'objet de la perception étant selon Kant perçu comme déterminé au sens de déterminé par rapport aux fonctions logiques du jugement. Il est clair que le sens de l'objectivité consistera dans les formes de la prédication et le rôle propre de l'intuition se réduira en fait à fournir simplement un divers à l'entendement pour lui permettre de particulariser ses lois. La nécessité de l'expérience dérive dès lors d'une faiblesse de l'esprit humain plutôt que de la structure même de la connaissance. Une science achevée impliquerait tout le divers en elle et le recours à l'intuition deviendrait inutile. Sans doute l'hypothèse est-elle irréalisable, mais le problème porte sur le droit, non sur le fait. L'exigence d'une référence à la sensibilité impliquait originellement des intentions plus profondes. Il ne s'agit pas simplement de fournir un divers à la connaissance, mais de lui donner son sens de connaissance comme connaissance des choses. Le défaut radical du pur concept ne réside pas dans sa pauvreté, mais bien dans son irréalité, car la plénitude la plus riche qu'on voudra ne le fera pas passer à l'existence. La critique de la preuve ontologique n'aurait aucune signification si l'entendement ne devait chercher dans l'expérience qu'un simple divers, car l'être qui possède la totalité du divers, ens realissimum, ne sort pas pour cela de l'idéalité du concept. Le travail de la connaissance effective ne consiste pas à particulariser la catégorie, mais à la rapporter à un existant. Que l'idée critique n'ait pas trouvé une réalisation adéquate dans le système kantien, c'est ce qui apparaît avec évidence dans ce paradoxe que la solidarité nécessaire de la sensibilité et de l'entendement dans le mouvement de la connaissance résulte en définitive d'une double contingence, à savoir le caractère aveugle de notre sensibilité et le caractère purement discursif de notre entendement, détermination posée de manière si arbitraire que rien ne permettait d'écarter l'hypothèse d'un entendement intuitif. Dans ces conditions, la déduction des catégories restait sur le plan purement formel de la notion d'objet et ne pouvait fonder un accord matériel entre l'entendement et les données effectives de la sensibilité, de manière à garantir la possibilité réelle d'un système de lois particulières de la nature. C'est que la construction avait pris son point de départ dans deux termes abstraits, dont l'harmonie, affirmée comme nécessaire, apparaîtra toujours comme parfaitement inexplicable. Il ne restait plus alors qu'à recourir à la finalité, et c'est ce qui sera acquis avec la critique du jugement, mais le problème ne s'est posé que parce qu'on a détaché artificiellement par l'analyse philosophique deux moments d'une seule et même dialectique vécue dans le travail de la science. Leur union ne semble pouvoir dès lors se réaliser que sous la forme d'une restriction parfaitement arbitraire. En fait, la limitation de la connaissance au domaine de l'expérience ne se fonde pas sur une disposition contingente de notre esprit. Elle exprime l'essence même de la catégorie dont tout le sens consiste dans l'acte effectif qui constitue l'objet scientifique comme unité idéale de détermination nécessaire. Que cet acte s'accomplisse nécessairement sur le fondement du sensible, c'est ce qui appartient à son effectivité comme telle. La catégorie prise à part sur le plan du pur concept se révèle immédiatement comme dénuée de signification. Quand l'auteur l'a défini comme concept de la synthèse, il ne faut pas l'entendre comme si le concept existait de toute éternité dans l'esprit, mais ne trouve une occasion pour se manifester que dans le choc de l'expérience. En fait, la pureté de la catégorie ne lui appartient qu'à titre de produit de la réflexion philosophique. Celle-ci présupposant nécessairement l'acte concret, seul effectif saisi dans la conscience vécue de soi, la restriction de l'entendement à un usage simplement empirique n'est donc pas une limitation arbitraire imposée par la nécessité de s'appliquer à un donné qui pour nous autres humains se trouve être un donné sensible. Elle résulte simplement de la signification même de la catégorie comme abstraction philosophique prise sur l'acte qui constitue le monde, non un monde en général, mais ce monde-ci comme monde de l'expérience effective. Ainsi, le concept de l'unité formelle renvoie à la conscience vécue de soi où le moi se révèle à lui-même dans son actualité transcendantale. Une telle actualité en tant que déterminante non déterminée échappe à toutes les formes de l'objectivité. Elle ne s'impose pas moins dans l'irréductibilité de « je suis ». Le « je pense »
Précise le texte de la déduction, exprime l'acte qui détermine mon existence. Dans cet acte, j'ai conscience de moi-même, non pas tel que je m'apparais, ni tel que je suis en moi-même, mais j'ai seulement conscience que je suis. Ce pur vécu de l'existence spirituelle, dans son acte constituant, ne pouvait trouver aucun concept adéquat dans le système kantien, le seul mode de connaissance envisagé dans la critique étant la connaissance de l'objet physique, le moi originaire, révélé dans la conscience de soi, ne pouvait logiquement se définir que comme un inconnaissable. La conscience de soi n'est pas encore, il s'en faut, une connaissance de soi. J'existe comme une intelligence qui a simplement conscience de son pouvoir de synthèse. Restait que cet inconnaissable, mais n'est pas tout à fait inconnu, vu que chacun en a constamment conscience au plus profond de lui-même, et que cette conscience se présente au surplus comme la clé de voûte de la critique tout entière. On la définira donc par une sorte de contradiction qui en rend la connaissance impossible. Toute connaissance impliquant l'union du concept et de l'intuition, le « je pense » sera pensée sans intuition ou intuition sans concept. Cette représentation est une pensée, non une intuition, et l'auteur ajoute dans l'analytique des principes la conscience de moi-même dans la représentation. Je n'est pas du tout une intuition, mais une représentation simplement intellectuelle de la spontanéité d'un sujet pensant. Mais chacun connaît la note célèbre de la deuxième édition des paralogismes. Le « je pense » est une proposition empirique et renferme la proposition « j'existe ». Elle exprime une intuition empirique indéterminée. Le texte nous paraît parfaitement clair, il ne peut s'agir que de cette expérience transcendantale où le moi déterminant est donné à lui-même, sans se trouver pour cela déterminé. Toute détermination ayant été placée par l'analytique sous la juridiction des catégories, qui ne sont en fait que les catégories de l'objet physique, l'acte constituant qui leur échappe ne peut se saisir que dans une intuition indéterminée. Ainsi, la conscience transcendantale concrète que la phénoménologie thématisera de manière systématique ne pouvait se définir chez Kant que sur le plan irrationnel d'une pure existence. Une perception indéterminée, précise la note que nous venons de citer, ne signifie ici que quelque chose de réel qui est donné, mais seulement par la pensée en général et non par conséquent comme phénomène, ni comme chose en soi, mais comme quelque chose qui existe en fait et qui est désigné comme tel dans la proposition « je pense ». Pensée sans intuition ou intuition sans concept, le « je pense » désigne cette conscience actuelle de soi qui inspire le mouvement général de la critique sans pouvoir s'insérer dans l'architecture des concepts kantiens. La pureté ne devait justement s'en préserver que par un ensemble d'interdits. Une telle méthode se comprend aisément par la position polémique du kantisme. Contre les fausses objectivations de la métaphysique traditionnelle, il importait de nier radicalement la possibilité de transformer la conscience de soi en une connaissance de soi, toute tentative de connaître l'acte constituant comme tel risquant précisément de le réaliser en une chose. La doctrine capitale de l'idéalité du temps était la pièce maîtresse qui devait justifier cette négation. Toute connaissance supposant une intuition et l'intuition de la conscience par elle-même se présentant sous une forme temporelle, l'idéalité de cette forme permettait de considérer le vécu comme un simple phénomène justiciable de la psychologie. Mais il suffit de remarquer que ce temps a été au préalable entièrement spatialisé et que c'est justement en raison de ses propriétés empruntées à l'espace que l'on nie sa réalité. Du moment, explique un texte célèbre de la deuxième déduction, que nous ne pouvons pas nous représenter le temps, qui n'est cependant pas un objet d'intuition externe, autrement que sous la forme d'une ligne en tant que nous la tirons, et que dans ce mode d'exposition, nous ne saurions jamais reconnaître l'unité de sa dimension. De même, du moment que nous tirons toujours la détermination de la longueur du temps, ou encore des places dans le temps pour toutes les perceptions intérieures de ce que les choses extérieures nous représentent de changeant, et que par conséquent nous devons ordonner dans le temps, en tant que phénomène, les déterminations du sens intime exactement de la même manière que nous ordonnons dans l'espace celles des sens externes. Par conséquent, du moment que nous admettons de ces derniers qu'ils ne nous font connaître des objets objectés, qu'autant que nous sommes affectés du dehors, nous devons avouer alors du sens interne qui ne nous fournit de nous-mêmes qu'une intuition conforme à la manière dont nous sommes intérieurement affectés par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'intuition interne, nous ne connaissons notre propre sujet que comme phénomène et non dans ce qui est en soi. Ainsi, le moi déterminant n'a été posé hors du temps que parce que le temps a été conçu comme constitué suivant les catégories de l'objet externe. Un tel résultat n'exclut pas mais implique la notion d'une temporalité constituante. C'est ce dont on peut facilement se convaincre en examinant la doctrine des antinomies. À ne considérer que les apparences
L'antithétique de la raison pure trouve sa solution dans la distinction des objets en phénomènes et noumènes, fondée elle-même sur la théorie de l'idéalité du temps. L'opposition dialectique résulte du traitement des phénomènes comme choses en soi, qui conduit à penser les synthèses constituantes comme totalité finie ou infinie, mais la réflexion critique découvre que ces synthèses, en tant qu'elles ne portent que sur des phénomènes, ne doivent être précises que dans leur accomplissement effectif, toujours inachevé. Cet inachèvement les définit dans leur sens de vérité en tant que restant toujours dans le fini. Elles exigent constamment un dépassement infini. Or, une telle solution n'a justement de sens que si l'acte constituant est lui-même temporel. Il ne s'agit pas simplement d'une apparence due à l'insertion dans la forme du sens intime, car si l'acte était en soi intemporel, il pourrait être pensé comme achevé, encore qu'il ne soit toujours donné à lui-même que sous une forme inachevée. Mais un tel concept se révèle précisément comme contradictoire. L'inachèvement ne caractérise donc pas simplement la conscience psychologique donnée dans le sens intime, mais bien la conscience transcendantale elle-même dans sa fonction constituante. Le monde n'est ni fini ni infini, parce que toute affirmation sur sa grandeur n'a de sens que par référence à l'accomplissement effectif de la synthèse des parties, laquelle reste toujours inachevée. La solution des antinomies, du moins des antinomies mathématiques, repose donc bien sur la réalité non pas si l'on veut du temps, mais de la temporalité, l'inachèvement de l'acte qui constitue le monde permettant précisément de renvoyer dos à dos les adversaires en présence. Dire qu'il ne faut pas considérer les phénomènes comme des choses en soi revient simplement à dire que le travail de constitution ne doit pas se prendre dans l'abstraction de sa structure a priorique, mais dans l'effectivité de son accomplissement. Telle était du reste l'inspiration de la critique dans son thème fondamental. Il s'agissait de repousser les prétentions du dogmatisme en montrant le caractère régulateur non constitutif des idées de la raison. Les concepts de la métaphysique classique n'ont de sens que comme règle de l'entendement dans la constitution de l'expérience. Les réaliser, c'était se dérober au travail effectif qui seul leur donnait une raison d'être. Toute la critique du rationalisme dogmatique ne visait ainsi qu'à mettre en évidence la nécessité d'une effectuation concrète, toujours inachevée, et qu'il faut poursuivre toujours. La limitation de l'usage des catégories aux données de l'intuition est donc moins une restriction qu'on pourrait juger arbitraire qu'une manière de définir l'authenticité de l'acte constituant en tant qu'il n'existe comme tel que dans son accomplissement vécu. Les formes a priori de la sensibilité ne sont qu'un aspect de cet accomplissement et l'idéalisme transcendantal qu'on en déduit permet de repousser la tentation de prendre la vérité comme une chose toute faite pour s'attacher au travail effectif de constitution. L'interprétation que nous venons d'indiquer pour la philosophie spéculative de Kant peut paraître difficile à soutenir pour sa philosophie pratique, car il ne s'agit plus ici de retenir la raison dans les limites de l'expérience, mais justement de les lui faire dépasser en lui interdisant tout mobile sensible. La raison comme pratique n'a justement de valeur que dans son usage pur. L'analyse de la conscience morale aboutit, selon la conclusion des fondements de la métaphysique des mœurs, à un monde intelligible comme système total des êtres raisonnables, comme chose en soi. L'acte moral, comme acte libre, s'accomplit dans l'intemporel, bien que nous n'ayons l'intuition que comme phénomène dans le temps. Sa rationalité ne nous est pas donnée en elle-même, mais seulement de manière indirecte, par la forme de la maxime de notre conduite, en tant qu'elle peut s'ériger en loi universelle. Si l'on pousse à bout la logique des concepts, on dira que toute la réalité de la vie morale consiste à un acte accompli de toute éternité dans un au-delà inconnaissable, et que notre existence en ce monde ne fait que dérouler sous une forme temporelle. L'absurdité même d'une conclusion de ce genre, qui enlèverait toute signification à l'effort moral comme tel, suffit à écarter une interprétation aussi littérale. La philosophie pratique de Kant ne consiste pas à renvoyer la moralité à l'en-soi inaccessible d'un monde nouménal, mais bien à rappeler chacun à la réalité de son existence ici-bas, en tant qu'elle comporte par son actualité même un sens de vérité. La loi pratique n'est pas une forme abstraite qu'il faudrait imposer du dehors à la maxime du vouloir, mais l'expression de l'intention morale dans son intimité vécue. L'acte bon moralement n'est pas l'acte conforme au devoir, mais l'acte fait par devoir. Or, une telle intention implique l'actualité de son vécu et le refus de Kant de placer la liberté dans les phénomènes du sens interne visait précisément à assurer la pureté de la conscience de soi dans un acte qui n'existe que dans son effectuation. Le concept de l'intention échappe à la psychologie, non pas parce qu'il désignerait quelque au-delà inconnaissable, mais parce qu'aucune entité psychologique ne doit se substituer à l'effort moral qui ne se connaît qu'en s'accomplissant.
Ainsi, le formalisme renvoie par son sens profond à une conscience en acte. La théorie du caractère intelligible, interprétée à la lettre, entraînerait la négation de tout progrès moral. Or, ce progrès est justement exigé dans le concept kantien de la moralité, et il ne s'agissait que d'en préciser le sens authentique, à savoir que l'effort moral ne tend pas simplement à une conformité plus grande de la conduite à la loi, mais bien à un renversement radical du fondement même des maximes de la volonté. Que le devenir de la moralité porte sur le caractère intelligible comme tel, c'est là la preuve décisive que la doctrine du noumen ne visait pas quelque éternité immobile, mais simplement la profondeur de la conscience de soi. Devenir un homme bon, non seulement légalement, mais moralement, c'est-à-dire vertueux selon le caractère intelligible, virtus noumenon, c'est ce qui ne saurait résulter d'une réforme successive, tant que demeure impur le fondement des maximes, mais bien uniquement d'une révolution dans la mentalité de l'homme, et il ne peut devenir un homme nouveau que par une espèce de régénération, en quelque sorte par une création nouvelle et un changement de son cœur. On peut prendre une philosophie soit dans ses concepts, soit dans son intuition. Les concepts de Kant désignent les conditions de possibilité de l'objet telles qu'elles se dégagent de l'analyse des jugements qui le déterminent sur le triple plan théorique, pratique et esthétique. La philosophie transcendantale semble ainsi se présenter comme le système des structures formelles qui définissent l'objectivité dans ces différents domaines. Mais l'analyse n'avait de valeur effective que parce qu'elle la s'élaborait sur le fondement de la conscience vécue de soi, dans le mouvement concret de l'acte qui constitue le monde. Seule la référence à ce mouvement permettait d'éliminer la réalisation abusive des concepts rationnels dans la métaphysique dogmatique. Dès lors, nous pouvons dire que l'intention du criticisme visait cette expérience transcendantale où la conscience constituante est donnée à elle-même dans une évidence phénoménologique, mais cette inspiration ne se traduit dans le système que sous une forme négative et contradictoire, où le moi perd cette actualité qui faisait tout son sens. La réduction phénoménologique, en thématisant le domaine transcendantal sous la forme d'une subjectivité concrète, ne nous fait pas retomber dans le psychologisme, elle réalise de manière authentique la signification originelle de l'idéalisme kantien.